L'angoisse apparaît indissociable de la condition humaine, et pour preuve, nous en avons tous fait l'expérience à un moment ou un autre de notre existence. Le voyage au cœur de la littérature nous donne à entendre que l'angoisse ne date pas d'hier. Puisqu'il n'est plus l'heure de rentrer dans les détails, contentons-nous de remarquer que l'angoisse est mentionnée en 1900 avant Jésus-Christ dans le plus ancien traité de médecine connu, les Papyrus d'El-Laoum. Aussi, dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, nous trouvons décrites au 8e siècle avant Jésus-Christ certaines de ces manifestations corporelles. L'intrication des dimensions somatopsychiques de l'angoisse y est d'ailleurs déjà perceptible. Il s'agit, pour le héros, de la surmonter par le courage, soit psychiquement. Quelques siècles plus tard, le poète tragique Échille présente l'angoisse en lien avec l'idée d'une culpabilité inconsciente. Je le cite. Io, qui n'a rien fait, si ce n'est susciter la jalousie... Non, pardon, je ne le cite pas. Io, qui n'a rien fait, si ce n'est susciter la jalousie d'Héra, finit par se dire qu'elle a dû commettre malgré tout une faute. Oreste, qui n'a suivi que l'injonction des dieux, ne s'en ressent pas moins coupable. L'angoisse est le signe d'une faute, et sa douleur le ressort vers son amendement par la souffrance. L'angoisse est donc intimement liée à l'humanité et universelle. Cependant, lorsque les angoisses sont trop intenses et envahissantes, elles contraignent la liberté de l'être en imposant des dépenses coûteuses. La libido investit les symptômes psychiques et corporels au détriment d'une multitude d'autres voies possibles. Sigmund Freud, dans une note ajoutée en 1920 à ses 3 essais sur la théorie sexuelle, renvoyant à ses leçons d'introduction, indique que l'angoisse est à la libido ce que le vinaigre est au vin. Les différents intervenants de ce 39e colloque du RPH, dont nous devons l'intituler « Angoisse au pluriel à la multiplicité des formes qu'elle est susceptible de revêtir », nous ont transmis matière à penser l'angoisse dans toute sa splendeur. Et ce, dans une constante et rigoureuse articulation entre leur clinique et les théories freudo-lacaniennes. Si l'angoisse est un concept théorique complexe qui a connu de nombreux remaniements et enrichissements, encore à ce jour, elle n'en reste pas moins une réalité clinique qui, logée dans le moi, prend place dans nos consultations. Le philosophe Søren Kierkegaard associe l'angoisse au vertige de la liberté. Aussi, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, cette dernière entretient une liaison intime avec le refus de la castration symbolique. Le moi préfère parfois jouir de son rapport à l'autre, être sujet à l'angoisse plutôt que de s'inscrire en tant que sujet au sein d'une existence vécue comme étant vertigineuse. En ce sens, l'angoisse peut avoir pour fonction de combler un vide, de poser une limite à l'existence, comme dans le cas de Daphné abordé par Férouz Nemraoui. Cela parle de la difficulté pour l'être de s'engager vis-à-vis de son désir, faisant écho à la conception lacanienne de l'angoisse en tant que manque du manque. Au regard de ce que Freud dit du bénéfice primaire dans une note de bas de page ajoutée en 1923 à son fragment d'une analyse d'hystérie, nous pouvons envisager que l'angoisse permet l'épargne d'une opération psychique, apparaissant comme, je le cite, la solution la plus commode économiquement dans le cas d'un conflit psychique. Ceci éclaire les 1001 résistances rencontrées par les cliniciens à l'approche de ce qui fait angoisse chez les patients, à savoir la question du manque. Selon les expressions freudiennes figurant dans les études sur l'hystérie, surmonter cette résistance à l'association ou encore faire fondre la résistance et ouvrir à la circulation la voie menant à un domaine jusqu'ici fermé est un travail clinique exigeant rigueur, précision, technique et finesse. En effet, nous avons affaire au moi du patient, et celui-ci est prêt à tout pour nourrir l'illusion d'être maître en sa demeure, usant ainsi de moult stratagèmes tous plus ingénieux les uns que les autres pour éviter d'avoir à regarder ce qui se loge sous l'angoisse. Il s'agit pour le psychothérapeute, selon la proposition de Freud, d'insister afin de, je le cite, « diriger l'attention des patients sur les traces de représentation recherchées, d'assurer l'ouverture des strates internes, l'avancée en direction radiale alors que le patient pourvoit l'élargissement périphérique. Cela suppose de ne pas aller plus vite que la musique, de respecter la temporalité psychique. Ceci afin de ne pas heurter trop fortement les résistances. Si l'on inhibe le patient dans la reproduction des idées incidentes qui affluent en lui, on peut s'obstruer plus d'une voie, qu'il faudra pourtant libérer plus tard à grand-peine, nous dit Freud. Le témoignage de Léa Lou-Ramel au sujet des appels adressés au CETU, service d'écoute téléphonique d'urgence, par des personnes en souffrance et en quête d'un soulagement immédiat, raconte merveilleusement les résistances devant l'angoisse. Qui, des cliniciennes et des cliniciens assurant la permanence téléphonique du CETU, n'a jamais entendu le moi d'un appelant refuser la proposition de rencontrer un psychothérapeute à la consultation publique de psychanalyse, tout en se démenant pour continuer de déverser son angoisse sans s'engager vis-à-vis d'elle autrement que lors d'un unique appel téléphonique.
Les résistances abordées par Alexis Pochez, parmi lesquelles figurent les mécanismes obsessionnels d'intellectualisation ou encore les demandes de solutions prêtes à emporter, nous invitent à penser plus largement ce symptôme contemporain visant à faire taire l'angoisse, à la comprendre, bref, à la maîtriser. Ne pouvons-nous pas considérer la surconsommation actuelle de substances en tout genre, qu'elles soient médicamenteuses au sens strict du terme ou non, comme s'inscrivant dans cette même logique, visant à se dérober à l'angoisse, et donc au manque? Bien évidemment, tout est bon dans la déresponsabilisation, ou plutôt dans la jouissance, devrions-nous dire. Mais quel est le prix à payer pour cette apparente économie? Eh bien, cela coûtera un ou plusieurs symptômes, entravant de façon plus ou moins drastique la vie dans ses dimensions intimes, familiales, sociales et professionnelles. À ce sujet, rappelons la richesse de la clinique du partenariat avancée par Fernando de Amorim, qui propose que les prescripteurs de traitements médicamenteux, occupant une position de, je le cite, conteneur de débordement pulsionnel, orientent ensuite les patients vers un psychothérapeute afin que ces derniers engagent leur responsabilité dans l'existence qui est la leur. Concluons cette journée autour de la fonction signifiante de l'angoisse. Les développements freudiens, aujourd'hui exposés par le docteur Lucille Mendes, nous enseignent que l'angoisse puise sa source dans le refoulement. Ainsi, cette dernière s'invite dans nos consultations, s'imposant à l'être, voire en envahissant son corps et son psychisme en tant que symptôme. Le clinicien veille à désinhiber la parole, à ce que l'être associe librement sa souffrance, qu'il la parle, l'entende, l'écoute. En ce sens, l'incarnation de la position de semblant d'objet petit a vise à ce que le patient, en l'absence de réponse, rencontre le manque en lui, l'énigme de l'angoisse, à partir desquelles pourra s'éveiller le désir. Au-delà des résistances qu'elle suscite, à la façon d'une poire d'angoisse, pour reprendre les propos de Jeanne Chaillet, l'angoisse contient donc un important potentiel lié à sa vérité, celui de construire autrement son existence, d'ouvrir de nouvelles voies. Elle est un trésor de connaissances sur soi, véritablement matière à la découverte du psychisme humain. Et c'est au clinicien que revient la tâche de permettre l'émergence ou le maintien du désir de savoir quelque chose, là où le propre de l'inconscient est de ne rien vouloir savoir. La notion d'angoisse, fondamentale en psychanalyse, unifie la question de la souffrance autour de la singularité du sujet. En ce sens, elle se différencie de la perception hachée de l'être humain et de ses troubles tels que présentés dans le DSM, Manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, et traités par les thérapies cognitives et comportementales. Si vous me permettez, le T, ce n'est pas des thérapies. Le T, c'est des techniques. Hein? Et ensuite, ils se sont arrangés de manière tout à fait coquine pour mettre T, ça fait plus chic, hein? Mettre thérapie. Mais c'est technique, c'est une technique de dressage du moi. Continuez, mon cher. Entendu. Les différents symptômes parlent d'une souffrance, d'où la nécessité de leur permettre d'emprunter le chemin du dire plutôt que de les diviser en comorbidités ou de chercher à les faire taire. Ceci afin que l'être puisse construire son existence autrement que dans la souffrance, l'inscrire et la lier dans des chaînes signifiantes. Bref, que la parole récupère la liberté d'expression et d'association détenue par les symptômes. Enfin, notons que l'angoisse se situe là où se rencontrent la clinique et la théorie. Le psychisme et le corps, l'inconscient et la biologie. En parlant de biologie, me vient à l'esprit que vous êtes attendu à la journée d'études du samedi 29 mai 2021, intitulée Neurosciences et psychanalyse, un partenariat possible. Merci à toutes et à tous pour votre participation et bonne fin de journée. Au revoir.